Je vous salue tous et toutes, que je ne vois pas de l'endroit où je suis. Il a été beaucoup question cet après-midi de déclaration d'amour à Gérard Philipe. Et il se trouve que le fond dont je vais vous parler est une sorte de déclaration d'amour à Gérard Philipe, mais qui construit donc la figure de l'idole et qui construit aussi d'autres choses et qui, me semble-t-il, ouvre des perspectives pour faire revivre Gérard Philipe aujourd'hui, puisque je crois que c'était l'un des enjeux de ce colloque. Donc, le panel auquel j'appartiens et avec mes camarades et amis du projet ECHO que je salue s'appelle Entendre la voix de Gérard Philipe. Je vais plutôt, moi, faire entendre des voix qui parlent de Gérard Philipe. Ces voix sont nombreuses, elles sont donc recueillies dans ce fonds d'archives privées que Anne-Marie Philippe a légué en 1990 à la Cinémathèque. C'est un dossier qui conserve 75 courriers d'admirateurs et d'admiratrices reçus par Gérard Philippe tout au long de sa carrière, entre 1942 et 1959. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? L'image a été arrêtée une petite minute, mais on vous entend bien. Oui, là encore, l'image est un petit peu oscillante, oui. Mais en tout cas, on vous entend. D'accord. Je vais poursuivre pour n'être pas trop long parce que je comprends bien qu'on a pris du retard dans cet après-midi. Ce fonds donc de 75 courriers, je ne sais pas si vous avez entendu ça, ce fonds a été mis en lumière récemment par une chercheuse qui s'appelle Camille Beaujeau. Et elle a travaillé dans la perspective des Star Studies, donc du côté du cinéma, en proposant une analyse sociologique de ce fonds et en l'associant à une réflexion sur la notion de compétence des fans dans la formulation de jugements esthétiques liés au phénomène de starification. C'est vrai que ce fonds-là, quand je l'ai découvert, il m'a tout de suite semblé qu'il entrait en écho et en résonance avec le travail qu'avait fait Hélène Bouvier-Smith dans le projet ECHO, donc cette perspective qui était de faire entendre des témoignages de spectateurs et de spectatrices qui se souvenaient de Gérard Philipe. Donc, il me semble que ce fonds, donc, on peut le lire, en tout cas, c'est la proposition que je vous fais, et je vais tout de suite partager mon écran. Donc, essayez de montrer d'abord comment ce fonds permet de construire la figure de l'idole. Puis, ce fonds permettra, et ça sera mon deuxième point, de montrer l'homme au travail. Et derrière donc la figure de l'idole, et paradoxalement, le fonds construit aussi une autre figure, celle d'un homme au travail. Et puis, le dernier temps, autour en fait de ce matériau pour aujourd'hui, il me semble que c'est un matériau extraordinaire pour faire théâtre. Et je pense que j'espère pouvoir vous le montrer. Et étant donné les conditions de travail qui sont très singulières pour moi aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que je suis à votre disposition pour que nous en reparlions autrement. Puisque cette belle maison de Cergy va ouvrir et elle sera dédiée à la création, je ne demande pas mieux que d'en parler plus avant et autrement que dans ces circonstances. Je vais donc aller vite. Parce que là, je ne mesure même pas si vous m'entendez. Vous m'entendez. Merci. Merci de me rassurer parce que je suis dans un vide intersidéral. Je ne vois plus la salle, je ne vois plus personne. Donc, juste vous dire, quand on parcourt le fond, pour vous donner une idée de sa matérialité, qui est assez extraordinaire, voici par exemple une crèche qui lui est envoyée par Laurence, qui est une spectatrice assidue, qui lui a déjà parlé de Lorenzaccio, et qui donc en 54 lui envoie cette crèche qui rend compte, les petits santons en fait sont, elle le dit très bien, sont des personnages que vous avez incarnés au théâtre ou à l'écran. Et Gérard Philipe, alors, et la crèche existe dans le fond, je vous en ai fait là, je vous en ai procuré une image. Excusez-nous, Julia, est-ce que vous pouvez mettre en plein écran? Oui. Là, la petite croix à droite. Voilà. C'est formidable, merci. Les petits santons, comme vous les voyez, en fait, c'est un livre pop-up.
hein, c'est-à-dire que ça s'ouvre et on a les petits santons qui surgissent. Et donc, Gérard Philipe prend la peine de la remercier, comme vous voyez dans une réponse datant du 17 décembre 54. Il y a des lettres qui viennent de loin, comme cette lettre d'une admiratrice depuis Yokohama, qui est une lettre dessinée et embellie. Il y a aussi des dessins dans ce fond. Donc un fond très riche, dont on peut dire aussi dans l'approche méthodologique qu'il pose une question, c'est pourquoi ne contient-il que 75 lettres quand on sait que Gérard Philipe recevait un flot de courriers extrêmement volumineux. Donc il y a certainement, et c'est pourquoi je dis que méthodologiquement ça pose une vraie question, il y a eu de la part de Gérard Philipe ou de ses ayants droit, ou peut-être, et tout ça je n'ai pas les moyens de le mesurer, la volonté au fond de réduire, en tout cas de trier et de classer, c'est un dossier qui s'intitule Lettres diverses, c'est 75 courriers seulement. Ce qui veut dire qu'il y a une image qui est construite dans ce fond par Gérard Philipe lui-même, voire par ses ayants droit, voire par les conservateurs de la Cinémathèque, et ça me semble important de le préciser au seuil de ce travail sur ce fond. Il n'y a que 75 courriers et on sait que Gérard Philipe en a reçu des milliers et des milliers, notamment à travers les magazines très populaires dans les années 50, Ciné-Monde et Film Complet. Donc, je le disais dans un premier temps, c'est la construction d'une idole à laquelle on assiste quand on lit ces lettres. Et je vous laisse lire cette lettre datée donc du 10 septembre 1947. Et cette image, on sent la fascination pour l'image sur le papier, sur la pellicule, et l'image semble véritablement dotée d'une puissance de vie qui provoque des émotions extrêmement puissantes. Et c'est donc la personne qui a écrit ici parle de cette rencontre avec Gérard Philipe sur le papier. Ce fut un éblouissement, une commotion, plutôt une révélation. Plus loin, elle parle de son âme qui ardente, qui se reflète sur l'image et qui vient réveiller la sienne. Au fond, on voit bien là qu'il y a dans le champ sémantique employé toute une véritable émotion religieuse, avec le champ sémantique, je le disais, de la prière, qui est révélateur de cette adoration, ferveur, âme, révélation, éblouissement, commotion. Et la lettre finit d'ailleurs en chant d'amour. Alors, je vous ai mis une image de la lettre. Gérard, pour tout le bonheur que vous voulez bien m'apporter, je vous aime. Pour tous les rêves, les illusions, les folies, je vous aime. Pour votre âme, pour votre voix, je vous aime. Et aussi un peu pour ce regard que j'ai croisé un jour au hasard sur le papier, rien que sur le papier. Celle qui sera toujours votre amie la plus humble, la plus sincère et la plus dévouée, Janine. Je vous parlais de déclaration d'amour. En voilà une donc, suivie d'une autre. Et c'est un personnage d'Aria au point que quand je suis allée chercher la chemise dans le fond à la Cinémathèque, que j'ai rapporté la chemise après des heures de travail dans le fond, puis j'y suis retournée plusieurs fois, la dame qui était la conservatrice qui était là présente, elle m'a regardée, elle me dit « Et Daria, qu'est-ce que vous en avez pensé de Daria ?» Alors voilà, Daria, c'est cette femme qui écrit en 1957 plusieurs courriers. Je vous parlais de la matérialité du fond. Ben voilà, par exemple, elle joint à ces lettres parfois des petites cartes, et les lettres sont découpées, elles ont des formes particulières. Donc, en février 57, cher Gérard, vous êtes apparu comme une vision et vous avez ébloui mon âme qui a été changée en jardin fleuri et embaumé. Et le 26 décembre 57, donc juste après Noël, mon cœur te chante, elle est passée du vouvoiement au tutoiement, une musique exquise, un amour infini. Je t'envoie un baiser pareil à celui qui donne le soleil et le vent à la terre endormie, avec cette petite carte de paysage sous la neige. Autre encore figure, et là c'était pour répondre à la très belle communication sur Gérard Philipe en Grèce. Il a, oui, beaucoup, on l'a vu tout à l'heure, ces images d'admiratrices. En Grèce, il a beaucoup d'admiratrices, dont cette femme, Irène, d'Athènes, qui lui écrit dans un style qui est
absolument lyrique. Il faut que vous me pardonniez parce que la reine aussi vous a eu pardonné. Je vous demande une pitié suprême comme ordinairement on demande une pitié d'argent. Mais moi, je vous demande une petite lettre. Que faire, Gérard? Je vous aime, je vous aime, je vous adore. Ayez pitié de moi. Et elle poursuit. Donc voilà, les lettres sont étonnantes. Ce don amoureux et mystique s'accompagne toujours de la demande d'un contre-don. Ce contre-don, qui est formulé parfois avec une forme de conscience un peu honteuse, c'est une lettre ou bien une photo dédicacée. Et on sait l'importance des photos dédicacées dans un monde où le flux d'images n'est pas encore celui que nous connaissons, nous, aujourd'hui. Et dans la lettre d'Irène que je vous faisais entendre et que je ne lis pas complètement, mais ce qui me semble important aussi, c'est de remarquer cette confusion des identités qui construit, au-delà de la personne de Gérard Philipe, ce que Richard d'ailleurs appelle la persona de la star, c'est-à-dire cette synthèse entre personne, personnage, acteur et individu. Et je vais vous faire entendre ici un son qui provient donc de ces recueils de témoignages par Hélène Bouillet. Mais alors ça c'est super. Alors voilà, je vous fais. On fait graffiter un G et un P sur un mur du lycée et de temps en temps avec de la craie. Personne ne nous a jamais rien dit. En 59-60, on disait on va restaurer Gérard et on prenait les craies, on restaurait Gérard qui avait super mal à la pluie. Et le jour où une de mes amies a eu la chance de voir le CID, le lendemain, c'était Annie a vu Gérard. Voilà, Annie a vu Gérard. Il se trouve que dans le fond, il y a une lettre qui est en fait un récit envoyé par une lycéenne. Donc ça répond exactement à ce témoignage recueilli par Hélène Bouvier, une lycéenne qui écrit à Gérard Philipe. Elle raconte comment elle s'est introduite dans les coulisses avec une amie pour l'attendre et à la sortie de sa loge. Il l'avait sans doute autorisée par un petit mot, sinon elle n'aurait pas pu pénétrer. Et elle dit, donc là on voit ces adoratrices, ou on peut le dire ainsi, ces admiratrices du moins, qui sont massées autour de lui. Cette photo, elle est extraite d'un cahier d'une admiratrice qui a envoyé après la mort de Gérard Philipe son cahier à Anne Philippe. Mais voilà donc Ah mais non, je ne voulais pas, je ne l'ai pas mise dans le PowerPoint, mais toujours est-il que cette jeune lycéenne raconte comment elle sort donc de par l'entrée des artistes, chacune d'un côté de l'acteur, nous sortons du souterrain, écrit-elle, on l'attend, des foules d'admiratrices se pressent sur le trottoir, se hissent sur les grilles, je lui jette un regard plaintif, et votre dîner, il rit confiant, il doit avoir l'habitude, le pauvre, puis il nous crie, au revoir, et monte sur un pilier de la grille. La foule hurle de plaisir, mais nous, seuls, parmi les voitures parquées, fixons les yeux sur notre héros. Sa haute silhouette se dresse contre le ciel gris parisien. Quand on essaie d'imaginer l'entrée des artistes de Chaillot sur le côté du plateau du Trocadéro, et elle est comparée effectivement à ce souterrain, ce lieu sombre, où littéralement d'où littéralement Gérard Philipe surgit comme un dieu caché qui ensuite va s'élever parmi la foule en délire. Bref, on a tous les éléments pour une véritable divinisation, et cette image sur laquelle je m'arrête ici, que vous voyez, celle du haut, puisque c'est une image publiée dans un journal où évidemment on joue l'article du journal joue avec le contraste de Gérard Philipe entouré d'admiratrices et puis seul ensuite au café en train d'apprendre son texte. On est là devant un phénomène d'idole, l'idole des jeunes en l'occurrence. Mais c'est là-dessus que je terminerai ce premier temps. L'amour que toute une génération éprouve pour Gérard Philipe et qu'on le remarque ici, justifie aussi parfois, et ce sont des notes discordantes dans le fond, l'expression d'une colère. Il y a quelques lettres et que Gérard Philipe a voulu garder. Il ne les a pas fait disparaître. Il y en a une extrêmement méchante, très violente, qui parle de ses postillons, qui parle de sa voix nasonnante, qui parle du fait qu'il ne joue pas bien. Et il a gardé cette lettre. Et le fond est lacunaire de ce point de vue-là, et c'est ce qui est douloureux. On ne sait pas s'il a répondu, s'il a pris la peine de répondre. Mais là, il me semblait que c'était intéressant de vous faire entendre cette voix d'une jeune femme de 18 ans qui lui parle de la représentation des Épiphanies. Et elle dit « J'en suis sortie horriblement déçue et surprise de vous voir prêter votre talent à cette chose à laquelle je ne puis donner de nom et que je cherche en vain à comprendre. Nous vous considérons, ne l'oubliez pas, monsieur, comme le meilleur acteur de notre jeunesse.
Je n'ose pas dire génie, mais je crois que tous nous le pensons. Veuillez, je vous prie, excuser une audace dont je suis moi-même surprise, Marie-Laurence. Et bien sûr, on comprend pourquoi les épiphanies, hein, c'était un projet difficile qui engageait l'acteur à un autre endroit de son travail, sur un texte contemporain, poétique, où il joue d'ailleurs le rôle du poète. La jeune femme, en l'occurrence, ne le comprend pas. Et là encore, lacune, on ne sait pas ce que Gérard Philipe a pu lui répondre. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est la manière dont, précisément, elle ose s'adresser à lui. Elle a cette audace, précisément parce qu'il est le meilleur acteur de cette jeunesse et qu'elle veut lui dire à la fois son amour et tout aussi bien sa colère. Pour autant, ce fond, je le disais en introduction, présente un mérite qui est celui de nous montrer aussi Gérard Philipe, certes idolâtré, comme on vient de le voir, mais aussi un Gérard Philipe au travail. Et j'ai retenu trois éléments qui me semblent importants par rapport à cette question. C'est d'abord le fait que le fond contient des correspondances avec des professionnels. Par exemple, ici, dans l'image que vous avez sous les yeux, il s'adresse à Marguerite Ducouré, qui est une comédienne, qui a été sa camarade en 1942 dans Une jeune fille savait d'André Aguet, pièce où elle jouait sa nourrice. Et elle lui demande s'il ne pourrait pas l'aider à tourner dans un de ses prochains films. Et il prend la peine de lui répondre. Et ce que je trouve étrange, c'est que, notamment la fin de cette... quant au film donc, qui va suivre, celui qu'il est en train de tourner avec René Clair et pour lequel il n'y a pas de place pour elle, c'est un film que va réaliser Yves Allégret. C'est presque exclusivement un film d'homme, puisqu'il s'agit de la construction d'un barrage. Et je ne sais pas si vous partagez mon sentiment, mais il y a dans cette réponse à la fois quelque chose d'infiniment bon camarade, solidaire, et c'est mais en même temps quelque chose d'un peu comique, à lui dire il n'y a pas trop de place pour une femme, voilà, parce que c'est exclusivement des hommes qui vont jouer. Donc voilà, je voulais partager cette lettre avec vous. Il est très bon camarade, beaucoup d'acteurs qu'il rencontre à l'étranger. Je pense à Relja Basic, par exemple, acteur de Zagreb, qui se rappelle à son bon souvenir dans une lettre du 8 février 1956. Beaucoup font appel à lui. Je pense à la costumière Marie-Ange Chiclin, la costumière du film Caroline Chéry, qui lui demande aussi de travailler sur son prochain film. Je pense au preneur de son Joseph de Bretagne, qui lui propose aussi son concours dans un film de René Clair. Bref, autant d'hommes et de femmes qui sont dans le métier et qui démontrent leur envie de travailler avec Gérard Philipe, qui démontrent aussi par là l'importance qu'il a dans le métier, puisqu'il pense qu'il pourra les aider à trouver du travail. Ainsi s'élabore donc une autre image de Gérard Philipe, tout aussi juste, me semble-t-il, que la première de l'image d'un dieu, d'une idole, mais à l'opposé, je pourrais dire ici, c'est-à-dire une image d'anti-vedette, un homme attentif à la dimension collective du travail. Et je rappelle sans doute ce qui a été dit aussi précédemment, enfin hier, qu'il a été le président du syndicat français des acteurs en 1958. Autre manière de le voir au travail, c'est dans la manière qu'il a de donner des conseils à de jeunes acteurs. Une jeune fille, Marcel, 17 ans, s'adresse à lui dans une lettre assez poignante. Elle vient d'un milieu simple. Elle a la passion du théâtre. Ses parents la destinent à une carrière d'institutrice. Et elle lui dit ceci, je retiens ça de sa lettre, donc datée de mai 1955. Je voudrais savoir ce que je peux espérer si une jeune fille élevée dans un milieu modeste peut, par son travail et son amour du théâtre, arriver selon son vœu le plus cher à faire du théâtre. Et la réponse de Gérard Philipe, vous avez toute sa réponse, dactylographie, il prend vraiment la peine de lui répondre. C'est une réponse qui est très honnête, qui est dure aussi, puisqu'il lui dit au fond, il faut que vous vérifiez une seule chose, c'est si vous avez du talent. Et il lui donne une adresse de cours. Donc, il lui donne une solution, mais je trouve que cette réponse, elle a le mérite aussi de le montrer dans une très grande honnêteté intellectuelle et de travail. Et là encore, de véritables camarades qui dit les choses, qui ne farde pas les choses. Et on sent aussi ici le professionnel. Mais là où sans doute ce fond est le plus impressionnant à mes yeux, c'est dans l'analyse du jeu d'acteur. Et là encore, j'ai retenu
puisqu'il le fallait, j'essayais de faire mon chemin dans ces 75 courriers, j'ai retenu trois témoignages, il y en a deux ici, le troisième est là sur la prochaine diapositive. Je vous parle d'abord de Gaston, qui a 23 ans et qui a vu Caligula à Iberto, et qui analyse son jeu. On assistait à cette chose de plus en plus rare d'un comédien renonçant totalement à être lui pour être l'autre. Et comme je ne sais pas si je dispose de beaucoup de temps et je sais que vous lisez en même temps que moi ce texte, je voudrais vous montrer à quel point il répond au témoignage quelques années plus tard, 14 ans plus tard, de Raymond en janvier 1959, qui lui dit donc, elle répond à ces critiques qui disent qu'en fond, Gérard Philipe fait toujours du Gérard Philipe. Mais j'ai travaillé il y a quelques semaines pour analyser le travail de Louis de Funès dans les années 60-70, et les critiques disent aussi du jeu de Louis de Funès pour finir, oh bah oui, il fait toujours du Louis de Funès. Je vais finir par me demander si c'est pas l'apanage des grands comédiens que de recevoir finalement ces critiques, que leur jeu ressemble toujours au même. On peut peut-être aussi se dire qu'ils creusent le même sillon. Et ce que je trouve intéressant là, dans l'analyse de Raymonde Casse, c'est qu'elle le compare au travail de Jean Gabin en disant précisément, me semble-t-il, la même chose que ce que dit ce jeune homme 14 ans plus tôt, c'est que Jean Gabin, lui, ne cesse jamais d'être lui-même dans ses personnages, et quel soit le rôle qu'il crée, donc dit-elle, il est toujours Jean Gabin, alors que précisément Gérard Philipe fait l'effort d'aller vers les personnages et de disparaître derrière le personnage. C'est aussi ce que lui dit une jeune lycéenne, une étudiante d'Orléans, qui est restée anonyme, donc je ne peux pas vous donner son prénom. Elle lui écrit donc une lettre très belle où elle lui demande de juger un peu si c'est elle qui a raison ou si c'est son professeur de français qui a raison, parce qu'une conversation s'est élevée un jour en cours autour du paradoxe sur le comédien. Et ça m'a vraiment troublée de voir revenir en force dans cette décennie 1950 des commentaires sur ce texte de Diderot, dans la mesure où on sait que à cette époque-là, Jouvet est professeur au conservatoire, enfin qu'il a été professeur en 1940, que Gérard Philipe est passé par le conservatoire, mais qu'il n'a évidemment pas connu Jouvet, qu'il a été dans la classe de Denis Dinès. Bref, ce commentaire de la lycéenne, qui, elle, plaide en faveur de la sensibilité. J'ai voulu soutenir qu'il y avait forcément la présence et le concours de la sensibilité. Et elle s'en souvient parce qu'elle a vu Ruy Blas en 1954 et elle a vu Le Prince de Hombourg en 1956. Mais le professeur a insisté sur le fait qu'un même rôle joué trop de fois de suite bannit systématiquement toute sensibilité. Qui a raison, le professeur ou l'élève? Et il me semble qu'il y a là aussi une façon, enfin ça pose, ce que je disais, l'actualité du paradoxe sur le comédien, mais ça pose la question de la manière dont Gérard Philipe jouait en disparaissant derrière le personnage. Et il y a un son que je voudrais vous faire entendre, si j'en ai le temps, recueilli donc par Hélène Bouvier-Smith sur la question de l'identification. J'entends le soupir, le soulagement, la joie. On n'entend pas bien. Déjà, après le meurtre d'Alexandre. Est-ce que vous pouvez le mettre plus fort? Non, je ne peux pas le mettre plus fort. C'est des moments d'identification. Un petit peu. Le son se termine en disant ce sont des moments d'identification très 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 forts, et le témoignage, l'homme qui témoigne, qui a été donc spectateur de Lorenzaccio, parle de cette scène 11 de l'acte 4, et il a encore dans l'oreille des années plus tard la voix de Gérard Philipe, et quand il prononce les mots de Lorenzaccio, il les prononce presque à la manière de Gérard Philipe, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de chevauchement de voix. Et ce témoignage, cet écho à un autre écho de Gérard Philipe dans Lorenzaccio, c'est toujours cette même lycéenne qui lui parle de la représentation du 8 janvier 1959, et d'un moment trouble où un accident de plateau aurait pu avoir lieu.
Et elle se pose la question de savoir s'il est encore Gérard Philipe, l'acteur, ou s'il reste le personnage. Lorsque donc Lorenzo plante son flambeau quelques heures avant le crime, vous souvenez-vous peut-être que ce flambeau a vacillé et s'est penché lentement vers le plateau et a failli tomber. Le public a réagi et vous-même avez eu un geste. Je voudrais savoir alors ce qui s'est passé en vous en ces quelques secondes. Car étant dans les premiers rangs, j'ai cru voir dans votre regard un instant d'inquiétude. Et cependant, vous n'êtes pas allé le redresser, vous avez enchaîné. On aurait pu croire, sans cette lueur d'inquiétude, que c'était un effet voulu. On voit bien là comment la lycéenne cherche à comprendre le rapport entre le personnage et l'acteur. Et cet événement accidentel aurait pu faire vaciller Gérard Philipe, le faire sortir de son rôle. Mais non, le flambeau s'incline, mais lui, il reste tel le funambule, il garde son équilibre du côté du personnage. Je trouve que on le voit là au travail, comme il me semble, on a rarement la possibilité de voir un acteur au travail, ce qui permet, s'il le fallait encore, plaider pour l'importance des correspondances comme des laboratoires et des lieux où l'on peut explorer le travail des acteurs. Alors, c'était mon troisième point. Ce matériau qui dort dans les archives de la Cinémathèque, qui n'est pas connu, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Il m'a semblé que de l'anonymat de ces figures théâtrales, donc, enfin de l'anonymat jusqu'à ces figures théâtrales, il y a quelque chose à jouer. Je dis ça parce que quand on entre dans le fond, et quand je l'ai découvert, c'est vrai qu'on peut se dire que ce sont des lettres datées, et puis on a tout, hein. En fait, on a le nom des gens, on connaît leur adresse, on peut les retrouver. Et il y a une figure, je ne peux pas vous le dire mieux, dans le fond, qui est un jeune garçon, qui a 14 ans, quand il écrit à Gérard Philipe, qui s'appelle Bernard. Et je n'ai pas pu m'empêcher de demander à la conservatrice du fonds, puisque visiblement elle le connaissait très bien et elle avait enquêté, et pour cause, je lui ai dit, mais Bernard, qu'est-il devenu? Et elle m'a rassurée, elle m'a dit que Bernard était un vieux monsieur qui était mort il y a quelques années, mais qu'il ne s'est pas suicidé. Voilà. La grande aventure de Bernard, c'est qu'il a vu le diable au corps. Quand il écrit cette première lettre, la première lettre, elle est datée de septembre 47. Il l'a vu 4 fois. Donc prenons le temps de le lire. Je suis un garçon de 14 ans et j'ai été voir le diable au corps. En sortant, j'étais triste et même j'ai eu envie de mourir. Vous allez peut-être vous moquer de moi. Il a fallu que j'y retourne le lendemain. Malgré moi, quelque chose m'y poussait. Et cela fait 4 fois que j'y vais. Et à chaque fois, j'ai la même envie de me suicider. Et c'est de vous voir jouer. J'ai toujours voulu faire du cinéma. Ne croyez pas que je vous demande de m'aider, loin de là. Et après vous avoir vu jouer aussi merveilleusement, vous avoir vu vivre avec tant de talent innaturel, j'ai compris que je ne pourrais pas faire de cinéma. Et il écrit à plusieurs reprises à Gérard Philipe. Et la dernière lettre, si on ne connaît pas la suite que je viens de vous raconter, si on est simplement lecteur du fond, en fait, il lui écrit une lettre de désespoir en lui disant « Au revoir, ne dites jamais ça à mes parents, maintenant je vais me suicider ». C'est vraiment troublant. Et entre cette première lettre dont je vous donne un extrait ici et la dernière lettre, il s'écoule des mois et visiblement, par déduction, on comprend que Gérard Philipe lui a répondu. Mais effectivement, quand on est devant cette lecture de cette lettre, c'est difficile de rester au fond, de garder seulement les lunettes du chercheur, et on a envie de se dire, mais si on réactivait cette archive, c'est-à-dire si on la réchauffait, si on en faisait quelque chose sur un plateau. Et je ne serai pas plus longue, mais vous avez sans doute pris le temps de lire ce que maintenant j'appelle par leur nom, et vous avez vu que ça a déteint, puisque dès le début de cet exposé, j'ai parlé de ces anonymes dans ce fond rare et assez inconnu jusqu'à présent, mais je leur donne leur nom. Il y a Robert qui est prêtre et qui parle et qui fait cette confidence de ce qui est un sermon pour lui, et il fait cette confidence à un des plus grands acteurs du temps, de cette impression d'être déchiré au-dedans. Il y a Janine, éprise d'idéaux et qui rêverait d'être une artiste. Il y a aussi Mickey dans sa solitude. Au fond, on a ce que j'appelais là, pour essayer de donner
forme à cet exposé, la ronde des émotions, mais on a des figures qui transmettent des émotions. Bref, il me semble qu'il y a aujourd'hui, et c'est là-dessus que je conclurai, tous les éléments pour faire que cette figure de Gérard Philipe, si elle ne parle plus tout à fait aux jeunes générations, enfin aux jeunes aujourd'hui, aux générations de collégiens ou de lycéens ou peut-être aux comédiens, mais à travers ces figures qui, elles, étaient spectatrices de Gérard Philipe, qui, elles, ont vécu l'émoi, l'émotion de l'entendre, de le voir, de l'écouter à travers sa discographie, comme Marie-Madeleine l'a montré, peut-être que ce serait une chose extraordinaire que de donner voix à ces sans-voix, à ceux qui avaient peut-être des vies minuscules et qui le savaient, avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de pudeur. Ils s'adressent à cette grande star, mais avec toujours beaucoup d'humilité. Et ce serait peut-être une manière très chère à notre époque, d'ailleurs, de rendre voix et de rendre hommage à ces vies minuscules devant cette vie majuscule qui a été celle de Gérard Philipe. Voilà, je vous remercie pour tout et pour m'avoir donné la parole aujourd'hui, moi qui parle dans un vide intersidéral.